Bonjour, bonsoir, soyez les bienvenus fois de plus, comme j'ai l'habitude de le dire, Mikasa Sukasa, Assalamu alaikum rahmatullah ta'ala barakatuh. Je voudrais, à travers cet instant, vous dire bonsoir, que la paix du Seigneur soit avec vous. Bonsoir à toi, ma grande sœur chérie personnelle Yvette. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Soyez bénis. Que la main puissante de l'Éternel soit votre rempart, votre protecteur contre les forces du mal et les puissances des ténèbres, contre tout ce qui sera scellé dans l'obscurité, animé par l'esprit obscurantiste pour vous attaquer, pour vous détruire. Que Dieu soit votre protecteur, votre libérateur, votre bannière, votre solide de rocher, votre puissant bouclier contre les forces du mal et les puissances des ténèbres. Soyez bénis dans le nom de Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous les musulmans. Soyez bénis dans le nom du Christ, pour ceux qui, bien entendu, ont pour Seigneur et Sauveur le Christ. Soyez bénis une fois de plus. Je vous dis merci, merci, Mikasa Sukasa. De quoi est-ce qu'on peut parler? Côte d'Ivoire, Yako. Côte d'Ivoire, Yako. Mais avant de commencer, permettez-moi quand même de rendre un hommage à une voix. Cette voix-là qui a bercé mon enfance. Cette voix-là qui a émerveillé toute la Côte d'Ivoire. Cette voix-là qui nous a fait tous danser. Que ce soit dans les fêtes à la maison, baptême, anniversaire, célébration, ou entre amis on appelait à l'époque boom, ou les balles de fin d'année, ou les boîtes de nuit, en tout cas, cette voix savoureuse, celle qu'on appelait, j'oublie le nom, comment Barthélemy Nabo l'appelait, Serge Fato, Fulgence Cassi, tous ces grands animateurs, Babakoul et autres. Je parle de Aïcha Koné, l'impératrice de la chanson ivoirienne, Aïcha Koné. Je voudrais rendre vraiment un hommage à Aïcha Koné parce que figurez-vous, cette dame que j'ai toujours admirée de loin, et je ne pouvais même pas imaginer un jour comme ça que Aïcha Koné chercherait à me parler. J'étais dépassé. Alors j'ai un ami qui m'appelle à Paris. Il me dit, Keïta, Aïcha Koné veut te parler. J'ai dit, mais attends, de quelle Aïcha Koné tu parles? Il dit, oui, oui, la même Aïcha Koné là. J'ai dit, ah bon? Il dit, d'accord, mon truc. Et puis, dès que je finis avec lui, je rentre dans l'autre mobile. Et puis, je vois, elle a laissé des messages. Donc, automatiquement, je rappelle. Et on a eu une conversation vraiment fructueuse, amicale, respectueuse. Et elle m'a dit combien elle était heureuse de voir le combat que nous menions. Et, bon, enfin, tout ce que vous savez, je ne vais pas le dire ici, pour ne pas qu'on croie que je suis en train de faire la grosse tête, mais j'étais, tout le temps qu'on parlait, vous pouvez imaginer, quand vous rencontrez votre star, votre idole, et puis vous parlez, vous voyez, vous imaginez un peu. Donc je causais avec, on a duré au téléphone pendant presque 1 heure de temps. Elle était très très contente et moi encore plus que content, j'étais ravi. On a pu échanger. Alors,
C'était juste vraiment pour partager cet instant-là que j'ai vécu avec Aïcha Kone. Je souhaitais vraiment vous en faire pas parce que vous êtes de la famille, vous êtes des amis. Il est bon souvent que on vous apporte aussi pas toujours la politique. Nous sommes en dehors de la politique, nous devons garder ce lien fraternel qui est important. Continuez à partager, hein, je vous en prie. Ces temps-ci là, ça partage pas beaucoup, hein. Partagez. Alors donc, nous avons essayé de parler hier de la menace que représentait Kandia Camara à la tête du ministère des Affaires étrangères. Donc ce n'est pas pour rien que Ouattara a associé au ministère des Affaires étrangères un ministère délégué, Alcide Djedje, qui fut à son temps, je crois qu'il a été ministre des Affaires étrangères de Laurent Gbagbo. C'est lui qui a reviré pour aller au RDR, HDP. Donc, c'est lui en réalité qui va coacher Kandia, c'est lui en réalité qui va piloter la diplomatie ivoirienne. Donc, on a compris ce jeu-là. Un autre jour, on en parlera. Mais aujourd'hui, il s'agit de parler du retour du président Laurent Gbagbo. Parce que j'ai pris la peine, je ne savais pas moi d'abord. Quand Soule de Paris m'a appelé, d'abord, il croyait que moi j'étais au courant, moi je n'étais pas au courant. C'est là, Soule de Paris, il m'a fait signe, il dit, ah mais Keïta, est-ce que tu as vu le communiqué du gouvernement? J'ai dit non, il dit d'accord, je vais le t'envoyer dans ta boîte, il faut regarder. Et puis il a brossé le sujet. Je lui ai dit Soule. Il dit oui, j'ai dit Soule. Tu as déjà vu Ouattara donner quelque chose comme ça facilement? Il dit non. J'ai dit, allons réfléchir. Creusons, on va trouver quelque chose dedans. En ce moment-là, je vous jure, moi je n'avais même pas eu écho de la déclaration du nouveau porte-parole du gouvernement. Je ne savais même pas ce qu'ils avaient dit. Mais j'ai dit seulement à Soule, j'ai dit Soule, il y a quelque chose, il y a un non-dit. Il y a un non-dit, il nous appartient de chercher à savoir. Il nous appartient d'aller jusqu'au fin fond des choses et puis faire ressortir la vérité. Ce que Ouattara cache. Ouattara saluait la main droite et puis derrière la main gauche dans son dos, il a le couteau pour te poignarder. Et il dit donc, ce n'est pas une faveur qu'il fait à Gbagbo Laurent parce que c'est dans le droit de Gbagbo Laurent. Mais maintenant, quel est ce revirement soudain de Ouattara? Cherchons à comprendre. Alors, je rentre et puis je commence à fouiller. Je dis, ah, mais attention, est-ce que ma petite soeur, la guêpe, n'est pas en ligne? Je rentre, elle avait pratiquement fini, j'étais pratiquement à 30 minutes parce que j'étais occupé en train de gérer des clients, bon, ben, le travail, faire mes conceptions, les clients, tout ça. Donc, je la prends pratiquement vers 18h ou 19h, je crois, et puis je rentre dans son direct, je vois qu'elle était à la fin et elle a parlé. Et j'ai beaucoup écouté la guêpe. C'est là que j'ai eu écho du communiqué du gouvernement. C'est là que j'ai entendu la déclaration du porte-parole du gouvernement. J'ai dit ok, j'ai bien compris. Alors, partagez, je vous en prie, parce qu'il y a quelque chose que les gens ne connaissent pas. Il y a quelque chose que les gens n'ont pas fait attention. Et vous savez, Dieu, il est tellement bon. Et ce qui fait que Aïcha Kone, quand je parlais avec elle, tout ce qu'on disait, c'était Dieu, Dieu. Elle dit, c'est ça qui fait, mon petit, que j'aime tes trucs. Parce qu'il y a une connexion que tu fais et tout est spirituel sur toi. C'est pourquoi je dis aux gens, quand vous vous confiez à Dieu, Dieu vous ouvre l'esprit pour mieux comprendre les choses. On vous traitera de tout, mais la parole de Dieu va demeurer. Alors, regardez bien, tout le monde parle de ce fameux procès comme étant un élément qui pourrait être un obstacle à l'arrivée de Laurent Gbagbo. D'abord, moi je dis, monsieur Laurent Gbagbo, si vous voulez rentrer en Côte d'Ivoire, vous avez le plein droit et le soutien de la grande majorité des Ivoiriens. Gbagbo Laurent ne rentrera pas en Côte d'Ivoire pour aller susciter une rébellion. Gbagbo Laurent ne rentrera pas en Côte d'Ivoire pour aller créer de la zizanie. Parce que je vais vous donner tous les scénarios possibles ce soir. C'est pourquoi je vous demande de partager, je ne vais pas revenir là-dessus.
Quand on est inspiré, ce n'est pas quelque chose qui est écrit. On parle, mais on ne peut pas revenir encore refaire si comme... est-ce que vous comprenez? Donc, partagez pour que les autres vraiment soient au parfum. Alors, revenons sur la question. D'abord, est-ce que Gbagbo peut-il entrer en Côte d'Ivoire? Oui, il peut entrer en Côte d'Ivoire. Juridiquement, rien ne l'empêche d'entrer en Côte d'Ivoire. Première question. Deuxième question, Gbagbo doit-il entrer en Côte d'Ivoire? Oui, il doit rentrer en Côte d'Ivoire parce que c'est un ancien président, parce que c'est un Ivoirien qui jouit de tous ses droits civiques et constitutionnels. Donc, rien ne le retient à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Il était à l'extérieur par rapport à un jugement. Et ce jugement l'a acquitté. Donc, il n'est accusé de rien. Donc, à ces deux questions, la question de la possibilité et la question du devoir, Gbagbo remplit les deux conditions. Il peut rentrer en Côte d'Ivoire et il doit rentrer en Côte d'Ivoire. C'est son pays. Maintenant, par rapport aux inquiétudes de Ouattara, à travers le déroulé de cette rencontre-là, de cet échange, vous allez vous rendre compte que Ouattara ne peut pas. Et d'ailleurs, pourquoi Ouattara a facilement cédé? Peut-être que Chris Yapi, il est au parfum des choses, il viendra dire autre chose après. Mais Ouattara a facilement cédé, pourquoi? Parce que nous, on avait commencé, nous, activistes, on avait commencé à taper. Et ne croyez pas que nous ne sommes pas suivis par les services des renseignements. Ne croyez pas que nous ne sommes pas suivis par des gouvernements. Ne croyez pas que nous ne sommes pas suivis en Côte d'Ivoire même. Certes. Donc, je dirais que nous avons un rôle à jouer. Et nous avons joué ce rôle-là dans la prise de décision de Ouattara. Ça, c'est un. Deux. J'ai été le seul qui a toujours dit, si Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a un deal entre lui et Ouattara. Vous vous souvenez que j'ai toujours dit ça? Vous vous souvenez? D'accord. Maintenant que Gbagbo dit, maintenant que Ouattara, si Gbagbo doit rentrer en Côte d'Ivoire, il doit avoir un deal entre lui et Ouattara. J'ai toujours dit ça et puis je maintiens. Maintenant que Ouattara lui dit de rentrer, donc il n'y a plus de deal. Maintenant, qu'est-ce que cela cache? Qu'est-ce que cela sous-entend? Posons-nous toujours les bonnes questions. Que recherche Ouattara? Que veut Ouattara? Est-il réellement de bonne foi? Veut-il réellement que Gbagbo Laurent rentre en Côte d'Ivoire pour jouer pleinement son rôle et prendre pleinement sa place dans le jeu politique? Lui, qui voulait faire signer un document à M. Gbagbo Laurent, lui demandant de se retirer de la politique. Maintenant que M. Gbagbo Laurent n'a pas accepté de se retirer de la politique, maintenant qu'il a été acquitté par la CPI, Gbagbo Laurent, pourquoi Ouattara parle précipitamment? Parce que lorsque l'article je crois que c'est Afrique Soir ou bien quelque chose, il y a un journal qui est apparu où on a fait écho de la séance de travail entre le secrétaire général du Front Populaire, M. Assouan Adou, et le président Koudou Laurent Gbagbo. Donc, il y a eu, lors de cette séance de travail, le président Gbagbo et son secrétaire général se sont attelés aux préparatifs de son retour en Côte d'Ivoire. Alors, ils ont dit qu'ils attendaient que la CPI notifie officiellement le président Laurent Gbagbo comme quoi des décisions sécuritaires ont été prises par l'État de Côte d'Ivoire pour assurer la sécurité du président Laurent Gbagbo s'il venait à rentrer en Côte d'Ivoire. C'est la CPI qui a décidé à travers les juges. C'est eux qui ont mandaté le greffe de la CPI à prendre toutes les dispositions pour que Gbagbo Laurent puisse entrer dans son pays. Ce n'est pas une demande de Gbagbo Laurent, encore moins de ses avocats. Donc Ouattara a été mis à la touche. Je vous laisse dire ça la dernière fois. Ouattara a été mis à la touche. Alors comme Ouattara veut toujours se retrouver au centre des décisions, tout ce qui concerne Laurent Gbagbo, Ouattara veut faire quoi? Ouattara veut montrer à la Côte d'Ivoire. Maintenant que Ouattara sait que Keïta est en train de taper sur la chefferie, Keïta est en train de taper sur le roi, Keïta est en train de taper sur les musulmans, Keïta est en train d'interpeller les guides religieux, chrétiens et musulmans, les chefs coutumiers, les rois. Il sait que ça va finir par se faire entendre.
Donc, il prend le devant en montrant sa bonne foi, en montrant ses bonnes intentions. Il prend le devant et puis il décide que Ouattara rentre, que Gbagbo rentre. Et c'est un ancien président, il va bénéficier de tous les privilèges. J'ai dit, nous qui sommes allés à l'école là, bénissons vraiment nos parents. Bénissons nos parents. Partagez, je vous en prie. Bénissons nos parents. Je ne dis pas qu'aller à l'école, ça fait de toi quelqu'un de plus intelligent que l'autre. Ça te permet de comprendre les questions posées par l'école, c'est-à-dire les débats hautement intellectuels. Ça te permet de répondre à ça. Ils ont dit que Gbagbo va bénéficier de tous ses droits. Alors, la question que je me pose, est-ce que les juges de Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'ils ont fait, Ouattara a pris un décret rapide pour dire que Gbagbo doit être jugé, tout ça, autre là. Mais il y a des failles. Il y a des failles que les avocats de Gbagbo, quand Gbagbo dit va rentrer, donc je voudrais rassurer ma petite soeur, la guette, je voudrais rassurer tous ceux qui croient que si Gbagbo Laurent rentre demain matin, Ouattara va l'arrêter. Moi, Keïta, je vous le dis, il y a 10 ans de cela, j'ai annoncé que Gbagbo Laurent serait arrêté, transféré à la CPI et libéré. À l'époque, personne ne m'avait cru. Je dis il y a 10 ans de cela, c'était en 2011. Avant même qu'il ne soit arrêté, j'avais dit qu'il serait arrêté mais libéré. Je vous dis encore aujourd'hui, je vous regarde droit dans les yeux. Quand Gbagbo Laurent décide d'entrer en Côte d'Ivoire, vous croyez que Gbagbo Laurent, il va rentrer comme ça, sans avoir pris des dispositions? Vous croyez que Gbagbo Laurent n'a pas déjà commencé à préparer sa défense par rapport à ce qu'il attend en Côte d'Ivoire? Même si la justice ne fait pas appel à Gbagbo Laurent, tel que je connais l'homme, c'est l'honneur et la dignité du président Gbagbo qui est sali par ce procès. Et Gbagbo fera en sorte que son nom soit rétabli, que sa dignité soit rétablie, que son honneur soit lessivé de toute souillure, de tous ces mensonges. Même si la justice ne convoque pas Gbagbo Laurent lui-même va exiger à ce que la vérité soit rétablie. Donc, c'est pourquoi je dis aux gens, Gbagbo va rentrer, Gbagbo doit rentrer et Gbagbo va rentrer. Il peut, il doit et il va rentrer. Parce qu'il ne va jamais accepter, vous et moi, vous allez passer votre vie en dehors de la Côte. Si Gbagbo ne rentre pas, on dira c'est parce qu'il est coupable de quelque chose, il a peur d'aller à Côte d'Ivoire. Mais Gbagbo n'est pas né de la dernière pluie. Ouattara pouvait se permettre de manipuler Gon Coulibaly jusqu'à l'étouffer, jusqu'à le tuer. Ouattara pouvait se permettre d'empoisonner Ahmed Bakayoko. Il peut se permettre d'empoisonner Kablan Denka, son entourage. Mais Ouattara ne se permettra jamais, il ne se donnera jamais ce luxe de tenter de dire qu'il va emprisonner, encore moins empoisonner Gbagbo Laurent. J'ai bien, suivez mon raisonnement, c'est tout ce que je vous demande. Partagez en même temps. Donc, pour une question de dignité, pour une question de vérité, pour une question que la justice soit rétablie, comme il a dit, parce que n'oubliez pas, Gbagbo a dit, on ira jusqu'au bout. Est-ce qu'ils sont arrivés au bout? Ils ne sont pas encore arrivés au bout. Le procès, là, ce sera la finalité. Il y a eu un procès où il a été acquitté. Il y a un autre procès où on le condamne pendant qu'il a un jugement ailleurs. Alors vous comprenez bien la manipulation de Ouattara. Mais je vais vous dire une chose aussi. Si vous passez votre vie, votre temps à faire la marmaille, vous croyez toujours que vous avez le dernier mot. Au moment opportun, le bon moment, le moment choisi par Dieu, vous allez croire que ce moment-là, c'est votre moment. C'est là où vous croyez que vous êtes fort et puissant, vous allez détruire. C'est là que Dieu lui-même, là, il vous affaiblit, vous détruit. Vous devenez votre propre ennemi. Donc, moi, je n'ai aucune appréhension. Gbagbo doit rentrer, ça c'est un. Pour laver son nom. Pour laver
sa dignité qui a été salie par les Ouattara. Ça, c'est un. Deuxièmement, on a dit, je ne suis pas avocat, mais je vais vous amener à comprendre quelque chose. Gbagbo Laurent n'est pas né de la dernière pluie. Et Soro Guillaume a été un très bon élève de Gbagbo Laurent. Soro Guillaume a été un très bon élève de Gbagbo Laurent. Parce que quand Soro Guillaume a été premier ministre de Ouattara, les questions militaires, il n'a jamais pris une décision que Ouattara n'a pas ordonnée par écrit. Donc, ce qui fait que le Soro Guillaume, aucunement, ne peut être, comment on appelle, accusé de quoi que ce soit, puisque le chef suprême des armées a donné. Et Ouattara, à cette époque-là, comme il était enivré par le pouvoir, il était abasourdi par le pouvoir. Quelque chose pour laquelle il s'est battu toute sa vie, enfin il s'est laissé aller dans l'euphorie, il a signé plein de choses. Et c'est des documents qui ont protégé Soro Guillaume sans que lui-même le laisse. C'est pourquoi il y a des choses qu'on ne peut pas faire à Soro. Il y a des choses, il peut pas, il fait la gueule, mais il sait qu'il y a des limites que lui ne peut pas franchir. Alors Soro a été le bon élève de Gbagbo. Parce que Gbagbo dit quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Alors Gbagbo Laurent lui-même, la casse de la BCEAO, est-ce que c'est Gbagbo Laurent qui allait casser la BCEAO? Non. Les gens font les procès. Je ne suis pas avocat de Gbagbo Laurent, mais je vais vous donner une piste. Je vais vous donner, c'est-à-dire, je vais vous donner des voies. Et si la défense de Gbagbo Laurent n'est pas construite autour de ça, dites que Keita, tu es un menteur, on ne t'écoute plus. Je vous ai dit, je n'ai pas fait le droit, mais il y a très peu de choses sur le droit où on peut mettre damer le pion. Je vais prendre seulement des grandes lignes, parce que là, ce n'est pas l'occasion de rentrer dans tous les détails, mais les grandes lignes. D'abord, qui était à la BCEAO? Il y avait un huissier. Est-ce que vous comprenez bien? Un huissier était à la BCEAO. La BCEAO n'a pas été vandalisée comme on veut le faire croire. Gbagbo Laurent a pris une décision et celui-même qui est allé à la BCEAO, c'était le contrôleur général, qui était à l'époque un ami, monsieur Kofi, monsieur, un jeune atier là, il était le parrain de mon premier fils, monsieur Yapi Bernardin. Il était adjoint au maire à Niama. C'est monsieur Yapi Bernardin qui est entré avec l'huissier. Ils ont lu l'acte, le notaire là, ils ont lu l'acte qui permet à l'État de Côte d'Ivoire de se saisir parce que en temps de crise, en temps de guerre, dans toutes les constitutions du monde, cela existe. Le président a le monopole sur toutes les institutions. Le président peut tout saisir dans le cadre de l'effort de guerre. Quand vous venez, vous dites Gbagbo a cassé la BCEAO. Ce n'est pas des voyous qui sont allés casser la BCEAO. Gbagbo même assis, il me regarde, il dit petit là, comment il a vu ça? Allez dire à Gbagbo. Il n'a même pas peur pour rentrer. Ceux qui croient qu'il y a procès, ils ont peur. J'ai dit appeler les gores, ils n'ont qu'à venir écouter la sagesse. Appeler tout le monde, envoyer, biper les, envoyer, ils n'ont qu'à venir écouter. Gbagbo rentre et puis dort. Le procès qu'ils ont fait là, c'est procès flafla. Si Ouattara dit n'est pas, je suis sûr que Ouattara, s'il me regarde aujourd'hui, il va me haïr jusqu'à sa mort, il va me maudire jusqu'à il n'y a pas, il risque même de casser une bouteille de champagne sur son téléphone qu'il est en train de regarder à ce moment. Les gars du RAZP qui me regardent à ce moment-là, je suis sûr qu'ils sont en train d'insulter seulement, parce que c'est la vérité. C'est la vérité. La BCEAO n'a pas été cassée par des militaires, comme ce fut le cas à Bouaké. La BCEAO a été prise selon les normes juridiques. Les normes juridiques. La Côte d'Ivoire était en situation de crise. Il y avait pénurie de liquidités. Le président Gbagbo a pris un arrêté. La justice était impliquée. C'est pourquoi moi je suis étonné. J'ai vu des juges qui ont prononcé une sentence de 20 ans. Est-ce que c'est Gbagbo qui allait casser? Non. En tant que chef de l'État, la Constitution lui donne ses prérogatives. La Constitution lui donne le droit
de réquisitionner. Le mot, voilà, c'est le mot que j'ai cherché. La Constitution lui donne le droit de réquisitionner tout ce qu'il faut pour soutenir l'effort de guerre. Donc, celui qui a lu le communiqué du Conseil des ministres d'aujourd'hui, là, BP lui a envoyé ma vidéo là-bas. C'est pourquoi j'ai dit au RH de paix que le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala me pardonne. Je ne me vante pas, mais je ne vois pas garçon chez eux là-bas. Si c'est débat politique, il y a ça soit moi pour là, je ne vois pas. Le seul que je pouvais craindre, c'était Gon Coulibaly qui était éloquent. Et il n'est plus là. Il dit craindre, mais je n'ai pas dit, je ne peux pas aller au débat avec lui. Ahmed aussi n'est pas là. Donc eux là, c'est pas le carburateur du bulldozer quand même. Hein? C'est pas lui, la grande gueule, mais sa tête est vide. Hein? Ce n'est pas l'ancien porte-parole du gouvernement là, qui pond comme c'est pas permis. C'est pas notre ministre des Affaires étrangères qui a un problème avec la langue de Molière. Donc, comprenez. Alors, donc, bonsoir à ma chérie personnelle, Laila, comment vas-tu? Alors, donc, je répète, le procès, d'abord, Gbagbo bénéficie, et dans leur communiqué, ils se sont piégés eux-mêmes. Gbagbo sera rétabli dans ses prérogatives d'ancien chef d'État. S'il est ancien chef d'État, il y a une procédure pour juger un ancien chef d'État. On ne peut pas le juger comme une vulgaire personnalité. Donc il y a une procédure. Est-ce que la procédure a été respectée en ce qui concerne le jugement flafla qu'ils ont fait en le condamnant à 20 ans? Comment vous pouvez condamner? Parce que ce jour-là, en condamnant Laurent Gbagbo, ils avaient la conviction que Gbagbo Laurent serait condamné par la CPI. Ce jour-là, ils avaient prononcé cette sentence pour tout simplement motiver la CPI à emboîter le pas à la justice ivoirienne. Ils ont condamné Gbagbo Laurent pour que cette condamnation serve de jurisprudence pour condamner Gbagbo Laurent à la CPI. Mais je dis toujours, quand Dieu fait ton palabre, tu n'enlèves plus habit. Tu t'assois et puis tu regardes et puis tu glorifies son nom. Personne ne s'y attendait. Mais moi, j'avais cette foi inébranlable que Gbagbo ne resterait jamais à la CPI. Même quand les gens couraient, oh, moi, je n'allais même pas. Je ne courais même pas pour aller, oh, je dis, parce que moi, j'avais, depuis 10 ans déjà, je savais quelle était l'issue de ce procès. Depuis 10 ans. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit, c'est venu comme ça, comme je vous vois dans le téléphone, vous me voyez, c'est venu comme ça, flash. Flash, et puis c'est parti. J'ai appelé un ami qui est à New York, je ne sais pas s'il est toujours là-bas. Un certain Kabal Lamine, chauffeur de taxi, on a fait le lycée moderne d'Azopé ensemble. Je l'ai appelé et je lui ai dit, même le scénario de l'arrestation de Gbagbo Laurent, j'ai décrit le scénario. Il ne croyait pas. C'est quand il a vu le scénario, il m'a appelé, il dit Keita, tu es un sorcier. Il dit s'il te plaît, Safroula, je ne suis pas sorcier. Le scénario, comme ils vont le prendre dans le bunker, j'ai tout décrit. Lui, s'il vient encore, il peut témoigner. Alors, je vous le dis aujourd'hui. Gbagbo Laurent n'a pas cassé la BCEAO. Gbagbo Laurent n'a volé personne. Gbagbo Laurent a réquisitionné la BCEAO Côte d'Ivoire pour faire face aux exigences financières de l'État de Côte d'Ivoire. Il n'a rien volé. Et le jour que la BCEAO était saisie, je ne sais pas comment vous appelez, c'est le gouverneur ou le directeur de BCEAO, le patron de la BCEAO, ils sont partis avec l'armée, puisqu'il s'agissait de faire un mouvement de fonds. L'armée, c'est vrai, l'armée était là. Ils ont appelé, ils n'ont pas vandalisé la BCEAO. Ils n'ont pas vandalisé le coffre-fort de la BCEAO. Les images sont encore là. Celui qui était dans la salle même d'argent, dans la salle, le coffre-fort, il s'appelle Yapi Kofi Bernardin. Yapi Kofi Bernardin, il était le parrain de mon premier fils. C'est un ami que je connais. Il était adjoint au maire à Niamey. C'est lui qui allait avec l'huissier. Lui, c'est le contrôleur général de la République. C'est lui qui allait avec l'huissier
Je ne sais pas, ils étaient combien. Et l'huissier a lu l'acte et ensuite a justifié. Donc, la justice était impliquée. De quoi on nous parle ici? Pourquoi on nous parle de casse? Continuez à partager, s'il vous plaît. Donc, la justice a été saisie. Alors, quand j'entends les gens dire, il y a un procès de Gbagbo, s'il va, c'est pas bon, s'ils vont l'arrêter, j'ai dit, arrêtez, come on, come on, come on. Arrêtez. Vous n'avez pas vu? Je mets n'importe quelle personne au défi, même le président Ouattara, je le mets au défi, je mets alias Lafiale au défi. Ils n'ont qu'à prouver que ce que je dis est faux. La vidéo existe. Alors, je vous demande, Leila Toukalabi, et puis qui encore là? Tous ceux qui me suivent là, je vous en prie. Après, allez dans YouTube. Allez dans YouTube, et puis cherchez, comment on appelle, saisie de la BCAO par Gbagbo Laurent. YouTube, si la vidéo sort, vous la partagez, pour que les gens connaissent la vérité, pour que les gens soient informés. La BCAO n'a pas été cassée. Les gens n'ont pas cassé. Alors, l'expression casser la BCAO même, c'est ridicule. Ils sont entrés normalement. Ils ont appelé le directeur. Ils sont descendus dans la salle au coffre. Ils ont lu l'acte qui permet à l'État de Côte d'Ivoire, je dis bien à l'État de Côte d'Ivoire, ce n'est pas Gbagbo Laurent qui a pris, qui permet à l'État de Côte d'Ivoire de réquisitionner la BCAO, de nationaliser la BCAO. Mais Gbagbo n'a pas été le premier dans le monde à le faire. Et puis ça n'a pas été fait n'importe comment. Gbagbo a demandé que toutes les dispositions juridiques soient prises. Et toutes les dispositions juridiques ont été prises. Donc juridiquement, je dis bien juridiquement, on ne peut rien contre Gbagbo sur ce plan-là. Juridiquement, on ne peut rien. Parce que Gbagbo a travaillé conformément. Il a dit, il a appelé son ministre de l'économie et des finances. Appelle-moi Bernadette. Ils ont appelé, comment on appelle, l'avocat général. Ils ont appelé l'avocat de la présidence. Trouvez-moi, parce que c'est comme ça que Gbagbo travaille. Quand vous aimez quelqu'un, vous apprenez à connaître comment la personne fonctionne. Il dit, regardez dans la loi. Je sais qu'il y a eu des précédents dans certains pays, mais regardez dans la loi comment on peut nationaliser la BCAO, comment on peut réquisitionner la BCAO et certaines banques. Ce n'était pas seulement la BCAO. Donc, ils ont regardé dans la Constitution. Donc, ils se sont fondés sur des articles de la Constitution que je ne vais pas vous donner ici, parce que ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de vous dire, et puis vous-même, vous pouvez faire vos recherches. Donc, la Constitution donne plein pouvoir au président. C'est bien écrit dans la Constitution de l'État de Côte d'Ivoire. Donc, sur le plan constitutionnel, Gbagbo était couvert. Il dit, d'accord, sur le plan constitutionnel, je suis couvert. Et sur le plan juridique? Sur le plan juridique, ils ont regardé. Donc, sur le plan juridique, ils ont trouvé effectivement les éléments juridiques qui peuvent permettre à l'État de Côte d'Ivoire, qui est incarné par son président, donc qui permet à l'État de Côte d'Ivoire de nationaliser en réquisitionnant certaines banques, comme ça a été dans beaucoup de pays. Et la Côte d'Ivoire n'est pas une exception. Alors, donc, quand les enfants sautent de gauche à droite, procès B à 20 ans, moi je ris. C'est pourquoi je dis, soyez bénis, vous et moi, là, soyons bénis et bénissons nos parents qui nous ont permis d'aller à l'école. Au moins, on peut tenir un petit débat, non? Donc, si quelqu'un vous parle de cette affaire de condamnation de Gbagbo Laurent, soyez à l'aise et discutez avec la personne. Juridiquement, Gbagbo est couvert. Politiquement, il est couvert. Légalement, de par la Constitution, il était couvert. Donc, sur quelle base ils se sont fondés pour prononcer un acquittement et une condamnation de 20 ans? Alors, c'est pourquoi je dis, même si la justice elle-même ne veut pas s'engager, parce que c'est à cause de ça le RHDP, quand moi je sors, ils sont très nerveux. Parce qu'ils savent que quand je sors, je mets ma main là où ça fait mal. Je n'insulte pas. Je démontre tout simplement. Et je voudrais que cette vidéo-là puisse servir de témoignage, non seulement pour la postérité, mais pour le procès à venir de Laurent Gbagbo, si jamais il y a procès. Et vous allez suivre le déroulé du procès, et puis vous allez regarder, vous allez revisionner ce que Keïta a dit.
Et vous allez suivre la démarche des avocats et puis vous venez révisionner ce que Keïta a dit. S'il y a une différence. Évidemment qu'eux, ils vont aller plus dans les détails. Eux, c'est l'argumentaire, c'est la défense. Mais moi, je vous ai donné les grandes lignes. Ils vont plus les développer. Il y a des articles de loi qui vont faire sortir. Donc, Gbagbo, légalement, était couvert ce jour-là. Juridiquement, il était couvert ce jour-là. Politiquement, il était couvert ce jour-là. Donc, sur quelle base la BCEAO a été cassée? Est-ce qu'ils ont cassé la porte de la BCEAO? Est-ce qu'ils ont attaché le directeur de la BCEAO et puis ils ont fait coucher les employés, ils ont tiré dans l'air et puis ils ont dévalisé? Non. La France, à cette époque-là, a joué un rôle très nuisible. Nuire à la clé. Parce que n'oubliez pas qu'à cette époque, les gens étaient en train de fomenter comment amener Gbagbo Laurent à la CPI. Donc, ça faisait partie des plans pour dépeindre l'homme, pour le présenter comme un homme immoral, comme un homme instable, comme une personne dangereuse, comme un président vraiment un maniaque. Donc, au lieu de regarder le contexte juridique et légal dans lequel s'est opérée cette opération, ils ont présenté cette opération comme étant du vandalisme. C'est pourquoi ils utilisent l'expression casse, juste pour nuire à Laurent Gbagbo et pour rendre son procès à la CPI beaucoup plus compliqué, plus difficile. C'est tout. C'est tout. Maintenant que quelqu'un vienne nous prouver que ce que j'ai dit est faux, les vidéos sont là. Et celui-même qui était dans la salle au coffre, c'est le parrain de mon fils, M. Yapi Kofi Bernadette. Il est dans Niamey, c'est un jeunatier. Donc, est-ce qu'on peut me parler de... Lui-même, je l'ai vu, il dit... Ah. Parce que, et puis ensuite, la RTI a filmé et a fait la retransmission. Alors, comment il faut être assez fou, tu vas casser une banque et puis tu appelles la télévision pour te suivre, pour aller casser une banque. Ça, vraiment, il faut que tu sois un fou. La RTI était là. Donc, la RTI... C'est pourquoi j'ai dit que Gbagbo n'est pas fou. Pourquoi il a demandé à la... Si la RTI n'était pas là-bas, est-ce que moi je peux vous dire ce que je suis en train de dire aujourd'hui? Si la RTI n'était pas là, quelle preuve nous on a là? Le reportage de la RTI est une preuve matérielle. Quelqu'un qui va casser et puis demande à la télévision nationale de le suivre. Un président qui va voler, il demande à la RTI de le suivre. Hein? Vous avez vu ça où? Là, c'est la RTI qui a fait la chose. On nous a montré les images, on a regardé. Donc, Gbagbo Laurent peut rentrer librement en Côte d'Ivoire. Là où il y a le hic, Ouattara se sent unité dans cette affaire. Ouattara a été mis de côté. Ouattara ne supporte pas le fait que ce que Keïta a dit, que Gbagbo Laurent n'a plus besoin d'Alassane Dramane Ouattara pour entrer en Côte d'Ivoire. Ouattara veut être le centre d'inertie de toute activité humaine en Côte d'Ivoire. Il veut être le centre de pilotage de toutes les décisions qui seront prises en ce qui concerne certaines personnalités politiques. Et cette fois-ci, Dieu a mené lui-même son propre combat. Donc, l'arrivée de Gbagbo et de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire, Ouattara n'a pas son mot à dire. Donc, c'est pour, comment on appelle ça? C'est pour étouffer sa honte. Il est sorti, oui, ils peuvent rentrer en Côte d'Ivoire. Bah, regardez, ils peuvent rentrer en Côte d'Ivoire. Bon, ben, il va retrouver son statut d'ancien. Est-ce que Gbagbo t'a dit qu'il n'a pas l'argent pour payer son billet d'avion? Est-ce que Gbagbo t'a dit qu'il n'a pas l'argent? Moi, Keïta, j'ai dit, donne la maison de fonction de Gbagbo Laurent en tant qu'ancien président. Il a droit à une maison. Donne-lui sa voiture. Donne-lui son aide de camp, en même temps son garde-corps. C'est de ça qu'on a besoin. Et faire le rappel de ces 10 ans de salaire qui ont été bloqués. Le rappel. Maintenant, le reste, Ouattara, Gbagbo n'a pas besoin de ça. Ouattara veut montrer au monde entier, c'est-à-dire, il essaie d'actionner dans le dos de Gbagbo la justice. Et je suis sûr, vous ne voulez pas être témoin de ce qu'il a dit à Sansa Kabiré. Vous voulez savoir? Vous voulez savoir ce qu'il a dit à Sansa Kabiré? Vous voulez savoir? Vous voulez que je casse le papou avant Chris Yapi? Vous voulez savoir? D'accord. Voilà ce que Ouattara a dit à Sansa Kabiré. Il a appelé
Si je ne veux pas que Gbagbo Laurent rentre, ce n'est pas bon pour moi, ce n'est pas bon pour la Côte d'Ivoire, ce n'est pas bon pour le RHDP. On n'a aucune raison valable aujourd'hui de le maintenir à l'extérieur. Mais sans ça, tu m'as déçu. Gbagbo n'aurait jamais dû rentrer en Côte d'Ivoire. Mais à cause de toi, Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. Mais sans ça, je vais te dire, ça c'est Ouattara qui parle. Hein. Je suis en train de vous traduire ce que Ouattara dit à Sansan Kabiré avant que la décision là ne sorte. Il dit, si Gbagbo rentre, je vais le faire entrer. Je vais montrer ma bonne foi. Mais toi et tes juges là, s'il va en appel et puis vous ne le condamnez pas, toi Sansan, non seulement je vais te descendre d'un poste de ministre, mais je vais te rendre la vie amère. Alors, où est la séparation des pouvoirs ici? Vous croyez que Ouattara n'a pas dit ça? Christian Yapi va sortir après, il va venir, comme je dis toujours, c'est mon petit, il va sortir pour vous dire ça ici. Il dit, fais ce que tu dois faire, mais sans ça, moi j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce truc-là, ce que vous avez vu au Sénégal, le cas Sonko, sera petit à côté de ce qui va se passer. Parce que les gens croient que Gbagbo Laurent, parce que les gens pensent que Gbagbo Laurent va rentrer et puis il va dire aux gens, non, Gbagbo Laurent, est-ce que Sonko a besoin de dire à quelqu'un de faire quoi que ce soit? Les gens sont sortis spontanément. Gbagbo n'a pas besoin de dire à quelqu'un de sortir spontanément. Si on croit que Gbagbo n'a pas cette popularité-là, je vous lance ce défi. Le jour que Gbagbo Laurent va arriver en Côte d'Ivoire, regardez l'aéroport jusqu'à Chilo à la maison. Regardez le monde qui va sortir. Parce qu'il viendra comme un messie, comme un sauveur. Celui qui a été condamné. Celui qu'on a voulu clouer sur la croix à Golgotha. Dieu l'a épargné. Quand Dieu vous épargne, prenez le cas de Joseph que j'ai fait la dernière fois, la similitude entre Joseph et Gbagbo Laurent. Joseph qui a été vendu comme esclave, vous avez vu comment il a fait entrer sa famille et comment sa famille est ressortie d'Égypte. Alors imaginez, Gbagbo qui a été chassé de son pays par un complot, le complot échoue. Voilà un Gbagbo, excusez-moi, voilà un Gbagbo Laurent qui arrive. Donc, un Gbagbo Laurent qui arrive. Moi, je veux bien voir comment Gbagbo Laurent arrive en Côte d'Ivoire. Alors, c'est là qu'on saura si oui ou non il a la popularité ou il n'a pas la popularité. Mais là, n'est pas la question du jour. La question du jour, est-ce qu'il peut rentrer en Côte d'Ivoire? Il peut rentrer en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il doit rentrer en Côte d'Ivoire? C'est une obligation morale et politique. Il doit rentrer en Côte d'Ivoire. Le jour où le directeur de la BCEAO, le document qu'il a signé là, parce que les gens de RHDP sont malhonnêtes, le directeur de la BCEAO, il a signé le document. Il reconnaît l'autorité de l'État de Côte d'Ivoire sur la BCEAO. Alors donc, ils vont nous dire que le monsieur, il a signé par contrainte. Quand Gbagbo était au pouvoir, vous voyez, Dieu est tellement bon. Ce que tu veux pas que les autres... ce que tu veux pas qu'on te fasse là, pardon, il ne faut pas faire ça aux autres. Ouattara, tu peux nous expliquer comment Kanangé Mamadou, l'homme insignifiant, l'invisible, Kanangé, comment il est sorti et il est allé, le Bougnon sont encore en prison? On nous explique un peu comment les Soro Alphonse arrivent en Côte d'Ivoire et on empêche Soro Guillaume de rentrer. Donc, la même technique est en train d'utiliser là, c'est la même technique que Gbagbo a utilisée. Alors, parce que pour dire casse, le directeur de la BCEAO a signé un document. Est-ce qu'à la télévision, on a mis pistolet sur la tête du gars pour essayer de s'y pas en tirer sur toi? Les gens ne sont pas venus, ils sont venus pour réquisitionner, pour nationaliser, et le directeur a signé le document. Ce document est là, ce document est archivé. Ce document existe. Il a signé le document, il reconnaît l'autorité de l'État de Côte d'Ivoire sur la BCEAO. Alors donc, sur quelle base on va condamner Gbagbo? Moi, vraiment, je serais curieux de savoir. Maintenant, comment le juge
pourra dire qu'il a signé, mais monsieur le juge, si on vous... Parce qu'ils ont fait un jugement sans Gbagbo Laurent, parce qu'ils ont cru que Gbagbo Laurent allait être condamné. Maintenant, Ouattara appelle, il menace Sansa Kabiri, fait tout, mais va faire quoi? Gbagbo a tous les documents, Gbagbo a toutes les preuves. Maintenant, Gbagbo avait déjà présenté ces preuves-là. Donc, vous allez faire semblant comme quoi il n'y a pas de preuves qui existent. Mais si Gbagbo encore est acquitté là-bas, Ouattara porté. Est-ce que Ouattara ne va pas démissionner? C'est facile de condamner quelqu'un à son absence, mais quand la personne est là, c'est facile d'insulter quelqu'un dans son dos, mais quand la personne est là, tu regardes la personne, tu réfléchis 2 fois avant d'insulter la personne. Gbagbo Laurent a les preuves. Gbagbo Laurent a les documents. Il a les documents, le directeur de la BCEAO a bel et bien signé. Il reconnaît l'autorité de l'État de Côte d'Ivoire sur la BCEAO. C'est ainsi que la BCEAO a été nationalisée, ainsi que certaines entreprises. Au moment de la crise, il y avait une crise, il y avait la guerre. Donc Gbagbo Laurent, en tant que chef d'État, il pouvait réquisitionner n'importe quelle entreprise pour soutenir l'effort de guerre. Ça, dans tous les pays du monde, on fait ça, je le répète. Maintenant, quelle est la preuve qu'ils ont? Est-ce qu'ils sont rentrés, ils ont tiré en l'air, ils ont braqué au roi? Ils n'ont pas cassé, aucune porte de la BCEAO n'a été cassée, aucun agent de la BCEAO n'a été arrêté. Le directeur, au contraire, il a signé le document reconnaissant l'autorité de l'État sur la BCEAO. Un notaire était là et toutes les garanties, aussi bien légales que judiciaires, ont été prises pour éviter, parce que demain, Gbagbo, vous savez, Gbagbo a ce souci-là, le souci de la transparence et le souci de la postérité. Si lui se comporte comme un voyou, comme un vagabond, lui qui a lutté pour la démocratie, c'est ça que Ouattara ne comprend pas. C'est la différence entre lui et Gbagbo. Gbagbo, de toutes les actions qu'il pose, il faudrait que ces actions s'inscrivent dans une logique. Il faut qu'il y ait des éléments. Même, je vais vous dire pourquoi je dis ça. Parce qu'il y en a qui me demandent, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est vrai? J'ai une seule question que Gbagbo lui-même, il a sorti de sa bouche. Lorsqu'ils se sont retrouvés en Afrique du Sud avec Thabo Mbeki, il a dit pour que tout cela finisse là, Ouattara n'a qu'à être candidat. Il dit à Thabo Mbeki, écris-moi une lettre. Écris-moi une lettre. Je vais regarder dans la Constitution. Écoutez bien, je vais regarder dans la Constitution de l'État de Côte d'Ivoire. Et puis, le procès là sera doudé. C'est pas vrai. Quand je parle les idées, ça coule sur le monde. Il ne faut pas y arrêter. Il dit, c'est-à-dire, si Ouattara ne reconnaît pas l'autorité de Gbagbo, c'est que Ouattara, il est illégalement au pouvoir parce que c'est l'autorité de Gbagbo Laurent, l'article 48, qui a fait qu'il est devenu candidat. Donc s'il ne reconnaît pas l'autorité de Gbagbo sur la BCEAO, c'est que Ouattara lui-même là, donc sa présidence a été illégale. Ces 10 ans-là, il a violé la constitution de l'État de Côte d'Ivoire. Donc lui-même ne mérite pas d'être président. Ça, Ouattara doit le garder en tête. Parce que c'est le même Gbagbo qui a signé le décret pour nationaliser la BCEAO. C'est le même Gbagbo qui a pris l'article 48 pour faire de lui, Ouattara, candidat. Maintenant, RHDP, fermez vos clapettes et puis suivez l'éducation que je vous donne ici. Parce que vous n'avez ni l'intelligence ni la sagesse pour me parler. Je le fais pour les personnes que j'aime, que je respecte ici. Alors donc, maintenant, il dit à Thabo Mbeki, écris-moi et puis je vais regarder dans la constitution. Là, Thabo Mbeki, quand il a écrit à Gbagbo, Gbagbo vient à Abidjan, il parle avec enfin, il a un parti politique, tout ça, ses partisans, et puis il prend l'article 48, qui lui donne plein pouvoir. Et l'article 48, en même temps, il prend un décret. Et il fait de Ouattara candidat. Le décret qu'il a signé là, c'est ce décret qui a fait de Ouattara candidat. Parce que Ouattara légalement ne peut pas être candidat. Donc si Ouattara veut contester la légalité du président Laurent Gbagbo, alors que Ouattara reconnaît aussi que c'est le même Laurent Gbagbo qui a signé le décret pour que lui soit président. Mais ils vont nous dire que parce que pendant la crise, Ouattara va gagner. Mais rien ne certifiait que Ouattara va gagner ces élections. C'était la parole de Ouattara contre la parole de Gbagbo Laurent. Et Gbagbo Laurent avait le droit
Il avait le droit, puisque le Conseil constitutionnel avait invalidé certaines zones où il y a eu fraude. Il y a eu fraude. Les gens n'ont pas voulu accepter. On aurait pu épargner aujourd'hui ces 3000 personnes qui sont mortes. Ce n'est pas Gbagbo qui est à la base. Gbagbo a dit, recomptons les voix. Ne serait-ce que 2 à 3 jours de recomptage des voix, on aurait pu sauver ces 3000 personnes. Mais c'est Ouattara qui a dit, c'est une stratégie, allons-y. Ouattara, Sarkozy, Obama, c'est eux qui ont causé ça. Gbagbo n'a jamais pris les armes. Gbagbo dit, recomptons. Dans le recomptage là-haut, où est l'arme ici? Dans telle zone, ce n'est pas normal. Les chiffres qui ont été donnés ne correspondent pas à la réalité. Vous forcez, vous acceptez. C'est pourquoi j'ai toujours dit, je respecte mon président qui va faire Soroguium. Sur papier, il reconnaît que Ouattara a gagné, mais en réalité, Ouattara n'a jamais gagné ces élections. Ça, je vous le dis. Les gens peuvent dire que Ouattara n'a jamais gagné ces élections en réalité. Moi, je l'ai dit par le passé, je le répète aujourd'hui. Et ça, c'est un des éléments du Comzone même qui m'a appelé pour me dire qu'il en a fait un bourrage d'une dans le nord. Là-bas, la FDS ne pouvait pas arriver. C'est là-bas que Yaoundé avait annulé. Et c'est là que Ouattara, c'est là que le menteur de Youssouf, là, il allait au Golfe et puis il a proclamé Ouattara. Donc, on ne va pas rentrer dans tout ça. Moi, je crois que c'est malhonnête de vouloir s'appuyer sur du faux pour empêcher un honnête citoyen de rentrer dans son pays. Mais Dieu a déjà commencé le parable de Laurent Gbagbo. Et je vous dis, comme j'ai dit aujourd'hui à Aïcha Kone, j'ai dit Aïcha, elle dit oui. J'ai dit, il y a beaucoup de choses qui arrivent encore. Elle dit, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Dieu a commencé quelque chose, il va terminer. La libération de Gbagbo Laurent, la mission de Dieu n'est pas terminée. Ça continue. Ça continue. Mais vous savez, c'est ça mon mot de la fin. Dieu va tellement occuper Ouattara à gérer les problèmes là, de ses enfants dealers de drogue là. C'est-à-dire que l'affaire de drogue là va venir tellement l'occuper. Quand tu dis que tu ne laisses pas le choisi de Dieu, la gloire de Dieu, Dieu lui-même te donne quelque chose. Le temps tu vas finir de t'occuper de ça là. Lui, il a fini de faire ce qu'il avait à faire. Gbagbo Laurent peut et doit rentrer en Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent n'a jamais cassé la BCEAO. Les documents sont là pour l'attester. Les preuves sont là pour l'attester. Gbagbo Laurent n'a jamais brigandé la BCEAO. Le terme de casse, c'est malhonnêtement et injustement utilisé. La BCEAO a été réquisitionnée pour être nationalisée comme certaines banques pour soutenir l'effort de guerre. Ça, c'est une réalité dans n'importe quel pays au monde. Et la Côte d'Ivoire ne fait pas exception. Donc Gbagbo avait plein droit de faire ça. Maintenant, dire que Gbagbo Laurent n'était pas président, lui, il était président. Dans tous les cas, pour être président, il faut avoir les leviers du pouvoir. Et puis, on sait comment la déclaration, le résultat a été proclamé. Alors, Gbagbo n'a aucun problème. Gbagbo va bien rentrer en Côte d'Ivoire. Maintenant, si Ouattara veut voir le scénario Sonko bis en Côte d'Ivoire, bon, il est libre. S'il refuse de reconnaître que d'affaire de Gbagbo, là, il y a Dieu dedans, il est libre aussi. Nous, on ne peut pas le forcer. Parce que toi, tu veux forcer les gens à accepter un fils ou petit frère, peu importe, minable, ignorant, un petit soulard qui n'a rien dans la tête, un pingre, un gars qui parle français mais qui en réalité est plus qu'un analphabète moral. Son fils là, c'est un analphabète moral. Ça, c'est un mot que j'ai créé encore, un analphabète moral. Ça veut dire quoi même? Bon, prenez ça comme ça, après on fait recherche pour trouver. Tenez, vraiment, c'est un analphabète moral. C'est-à-dire que moralement, là, il n'y a rien qui est bon en lui. Moralement, là, il ne sait même pas quelle voie il faut prendre. Alors, c'est un gars comme ça que Ouattara veut nous imposer comme président. Donc, on nous dit de ne pas accepter. C'est-à-dire, lui, il va s'imposer. Il dit, Ouattara, maintenant, ton camarade garçon arrive. Tu as bloqué Soroguium. On a compris. Mais nous, on n'a pas oublié, on arrive. Maintenant, là, il y a le patron de Soro même qui arrive. Gbagbo. Et si tu vois que Gbagbo a béni là, vous allez l'influencer. Vous allez le bloquer chez lui.
vous allez l'empêcher de sortir. Si tu crois que parce que tu as amassé des armes dans ta maison, tu vas faire ce que tu veux, Ouattara, tu as menti. Ces armes-là, tu n'auras pas le temps de les utiliser. Ces armes-là, ils vont les utiliser contre toi-même et ta famille. Ça, je te dis ça aujourd'hui. Alors, je vous souhaite une très bonne journée, une très belle soirée. Que Dieu vous bénisse. À une prochaine rencontre, Inch'Allah, si Dieu le veut.